Carla Beauvais et Robert Dutton, bonsoir à vous deux. Bonsoir. Bonsoir. Le premier ministre pense que c'est l'anxiété économique qui a incité en partie la moitié des Américains à voter pour Donald Trump. Carla, est-ce qu'il a raison, selon vous? Tout à fait. Je pense qu'il y a une partie de la population qui est très anxieuse par rapport à ce qui se passe aujourd'hui. Donald Trump, pendant les débats, il a été très convaincant pour discréditer Biden sur la question du fracking, sur l'industrie pétrolière aussi. Donc, je pense que oui, il y a l'anxiété, mais aussi, il ne faut pas oublier que la présidence de Trump a été marquée vraiment sur la division. Sur les tensions raciales. Et ça aussi, je pense que c'est un enjeu qui a été très important dans la campagne, dans les résultats qu'on voit aujourd'hui. Robert? Oui, moi aussi, je partage l'opinion de Carla. Je pense qu'il y a une anxiété qui est évidente. Et surtout, quelle va être la reprise? Puis on sait qu'il n'y a pas eu de vote final sur le plan de reprise de M. Trump. Alors, évidemment, ça crée de l'inquiétude. Je pense que c'est les démocrates qui ont porté le fardeau là, de cette situation-là. Est-ce que vous êtes d'accord avec lui pour dire qu'il y a une anxiété économique aussi, Robert, qui est présente au Québec? Moi, je ne la sens pas autant. Il faut comprendre que c'est limité à certains secteurs qui ne sont pas banals. Là, on va parler de l'aéronautique, on va parler des restaurants, le tourisme, l'hôtellerie. Ça, c'est évident qu'il y a une anxiété. Il faut se rappeler que le taux de chômage est quand même à 7,5 %. On a vécu longtemps à 7,5 %. Il n'y avait pas tant de panique que ça. Évidemment, en mars, on était à 4,2 ou 4,3. C'était assez unique. Mais je pense que si on continue à supporter nos entreprises qui sont affectées et qui sont obligées de fermer, je pense que ça va diminuer l'anxiété. Oui. Carla, vous en pensez quoi? Est-ce qu'il y a une anxiété comme ça, économique, chez les travailleurs? Il y a surtout une incertitude. On ne voit pas le bout de cette crise, de cette pandémie. Donc, je pense que oui, elle existe, elle est bien réelle au Québec, surtout dans certaines industries. On parle de l'industrie du tourisme, de la restauration, de la culture. Moi, je pense que oui, elle existe, elle est là, très présente. Oui. Peu importe le président, François Legault a dit aujourd'hui il faut travailler davantage avec les États américains pour exporter plus vers les États-Unis. Il a parlé du nord-est américain, du Texas également. Robert Dutton, est-ce que vous appuyez ça? Absolument. Je pense que c'est une terre très propice pour nos manufacturiers québécois, nos fabricants. Il faut se rappeler que les 9 États les plus près de la frontière du Québec, là, c'est quand même 15 millions d'habitants. Si on fait le Mid-Atlantique, là, on se rend jusqu'à la Virginie, c'est un autre 55 millions d'habitants. Alors, dans cette portion-là des États-Unis, là, qui n'est pas un territoire aussi grand que l'ensemble, c'est 2 fois la population canadienne. Et moi, je me rappelle, moi, on avait fait beaucoup d'études. C'est un consommateur qui ressemble beaucoup aux consommateurs d'ici. Donc, je pense que c'est vraiment une terre importante pour nous, là, pour notre développement économique. Mais est-ce que c'est cohérent de dénoncer le protectionnisme américain, mais de favoriser d'un autre côté une forme de nationalisme économique, l'achat local, la souveraineté alimentaire? Ces messages-là, Carla? Mais moi, ce que je trouve ambivalent dans cette position-là, donc moi, je suis tout à fait d'accord que pour notre économie, l'exportation est cruciale, c'est important pour nos entrepreneurs, nos entreprises, pour notre économie. Mais en même temps, on a vu M. Legault cet été parler beaucoup de nationalisme économique, beaucoup de protectionnisme. Et moi, je pense que c'est un peu... c'est donnant-donnant dans cet échange-là. Donc, on ne peut pas vouloir être protectionniste et en même temps dire qu'on veut exporter plus. Donc, il va falloir que cette relation-là soit beaucoup plus claire. En fait, ça va être quoi le message dominant? Est-ce qu'on veut être nationaliste ou est-ce qu'on préfère le libre-échange? Oui, vous en pensez quoi, Robert? Bien, moi, je pense que lorsqu'on discute de nationalisme, c'est surtout la protection de nos sièges sociaux dont on fait référence. Et ça, c'est une préoccupation que la majorité des Québécois ont. On veut que des centres de décision demeurent ici au Québec et même au Canada. Donc, je pense qu'on est... Si le gouvernement, un jour, un des gouvernements, on l'a vu, là, les deux précédents n'ont pas eu le courage de le faire, vous avez un gouvernement qui nous protégeait, nos sièges sociaux, ça réglerait beaucoup cette situation-là, là, entre les deux. Puis évidemment, on doit faire affaire avec les États-Unis. Oui. Donc, le nationalisme économique de François Legault, ce n'est pas du protectionnisme pour vous? Je pense que c'est le protectionnisme. Écoutez, je pense qu'on a besoin de gens qui vont venir importer leurs produits chez nous. On ne peut pas s'auto-suffire. Évidemment, il y a des secteurs sur lesquels la pandémie a relevé. Là. On parle de l'agroalimentaire, par exemple, certains produits médicaux.
Mais dans l'ensemble, je pense qu'on est capable de bien vivre. En tout cas, on l'a fait depuis déjà beaucoup d'années. Mais il faut encourager. Ce qui est important, là, c'est d'encourager nos entreprises québécoises, nos entrepreneurs à aller aux États-Unis ou à l'international. Ça, c'est une priorité. Carla, est-ce qu'on regarde ce qui se passe là aux États-Unis avec les contestations du président Trump? Il n'y a toujours pas de vainqueur nommé. Il y a des tensions de plus en plus grandes qui grandissent là. Quelles sont vos impressions sur ce qui se passe actuellement? Depuis mardi, je dors très mal. Oui. Vraiment, là, je pense qu'on est tous sur le qui-vive un peu. On attend tous l'issue de cette élection. Ce qui me fait peur, c'est vraiment le discours de Trump qui attise vraiment ses troupes. Il parle de fraude, des fraudes qu'on sait qui ne sont pas réelles nécessairement parce qu'il y a des recherches qui ont été faites pour montrer qu'en 14 ans, il n'y en a pas eu de fraude électorale aux États-Unis. Donc, mais ces discours-là continuent à créer ce fossé-là de plus en plus. Et moi, j'ai peur que peu importe l'issue, en fait, si Biden finit par soutirer les États qu'il lui faut pour gagner l'élection, j'ai l'impression que oui, Trump va contester de toute façon, mais ça va vraiment créer une division, puis j'ai peur des répercussions au niveau social de ce qui pourrait se passer suite à l'annonce de qui sera vainqueur. Robert? Je suis d'accord avec Carla sur les implications sociales. Économiquement, ce que je connais des milieux boursiers, là, parce qu'on était une entreprise publique, on a rencontré beaucoup les milieux financiers pendant 10 ans, ils n'aiment pas l'incertitude. Donc, la situation actuelle, c'est sûr que ça les réconforte pas. Il y a des signes positifs, au moins. Il y a 3 tribunaux auxquels M. Trump a fait appel, puis ça n'a pas fonctionné. Il faut dire que le marché financier, Moody's, l'agence de notation, notait cette semaine que le plan de relance de M. Biden était supérieur à celui de M. Trump. C'est 18 millions de création d'emplois comparativement à 11 millions pour Trump. La tenue du marché boursier actuellement, la hausse du marché boursier, ça veut dire que les gens ont quand même une certaine confiance. Puis est-ce que le marché financier n'aurait pas vu un côté positif à M. Biden compte tenu de son plan de relance? Oui. Et je vais revenir à François Legault pour terminer notre CA d'aujourd'hui. Il ne veut pas, pour l'instant du moins, aller de l'avant avec les changements qui sont proposés par la santé publique de Montréal. On parle de rouvrir les restaurants, les salles de spectacle, les gyms et les musées, par exemple. Qui a raison, selon vous, Carla? Est-ce que c'est la santé publique de Montréal qui dit essentiellement, attention, il faut quand même dégager un peu, ou c'est le premier ministre qui affirme, non, on ne peut pas faire d'assouplissement, c'est pas le temps? Qui a raison, qui a tort, je le sais pas. En fait, c'est vraiment difficile parce que on a des chiffres différents, on a des lectures différentes de la situation. Le plan proposé par la Dr Drouin, clairement, c'est un plan pour essayer d'atténuer les dommages au niveau mental, au niveau psychologique des gens, des Montréalais. Donc, je pense que c'est pas nécessairement la même échelle, en fait, de comparaison. Mais une chose est certaine, c'est qu'il faut avoir de la cohérence. Moi, j'ai de la difficulté à me rendre au Centre Eaton aujourd'hui et voir les magasins bondés. Et je me demande comment ça se fait que des centres commerciaux sont bondés, puis à côté, on dit à des restaurateurs qui seraient capables de mettre toutes les mesures possibles pour essayer d'atténuer la propagation du virus, on leur dit de rester fermés. Ouais. Moi, cette incohérence-là me fait me questionner sur les raisons réelles, puis j'aimerais ça qu'il y ait plus de transparence pour qu'on essaie de nous expliquer pourquoi on prend ces décisions. Robert, en terminant. Moi, j'ai trouvé que c'est plus une action politique. On sait que les relations entre la Ville de Montréal et le gouvernement ne sont pas très bonnes. Écoutez, dans le plan de Mme Drouin, je comprends ses objectifs. Je suis d'accord avec les objectifs, sauf que quand on me parle de rouvrir les salles de spectacle avec 25 personnes, un peu comme dit Carla, là, il y a plus que 25 personnes dans des centres commerciaux. Je trouve ça un petit peu... Il n'y a pas de salle de spectacle qui va fonctionner avec 25 personnes par soir. Ouais. Les rassemblements familiaux, on se rappelle qu'en septembre, c'est là où ça avait recommencé la deuxième vague. Alors, je pense que c'est plus une guerre politique, une guerre vraiment avec de l'intention de prévenir la pandémie. Oui. Merci de cette analyse, encore cette semaine, Robert et Carla. À la semaine prochaine. Au revoir. À la semaine prochaine.